Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les premiers pèlerins djiboutiens ont atterri hier soir à Médine. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient où au moins 110% de la bande de Gaza se trouve sous contrôle israélien, où nous verrons en fin de journal en Proche-Orient. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, les premiers pèlerins djiboutiens sont arrivés hier soir à Médine, marquant ainsi le coup d'envoi du Hajj 2025 pour Djibouti. Composé de 350 hommes et femmes, ces premiers groupes a été accueilli avec ferveur par la délégation officielle dirigée par M. Ismail Hassan. De leur arrivée et de leur descente d'avion à l'aéroport Prince Mohammed bin Abdelaziz, les pèlerins ont été encadrés avec attention par les membres de la délégation. L'accueil comprenait un appui logistique, une assistance médicale de première ligne et un accompagnement spirituel. La délégation officielle a assuré que toutes les dispositions sont prises pour garantir le bon déroulement du pèlerinage dans le respect des normes de spiritualité, de santé et de sécurité. Parmi les pèlerins, l'émotion était palpable. C'est un rêve qui se réalise après tant d'années d'attente. Je remercie Dieu de m'avoir permis de vivre ce moment, a souligné un Hajj. Pour une autre Hajjia de 105 ans, elle a indiqué que c'est une étape spirituelle essentielle. Je suis venu chercher la paix intérieure et me rapprocher de mon Créateur. L'organisation est rassurante et nous sommes bien entourés. Le groupe passera, rappelons-le, plusieurs jours à Médine pour visiter le mosquée du prophète avant de se diriger vers la Mecque pour accomplir les rites du Hajj. Puis les pèlerins ont été transférés vers un hôtel proche des lieux saints où des équipes les attendaient pour les enregistrer, leur fournir des conseils adéquats. Rappelons que les chambres inspectées au préalable sont équipées pour assurer un séjour agréable avec une attention particulière portée à la propreté et à l'hygiène. Fait marquant cette année, la participation active des étudiants djiboutiens résidant à Médine, venus prêter main forte à la délégation dans l'accueil, la traduction et l'orientation des pèlerins. Un élan de solidarité qui illustre l'esprit de fraternité djiboutien, même loin de la patrie. Cet accueil réussi témoigne de la mobilisation totale du ministère des Affaires musulmanes à travers sa délégation officielle de Hajj pour offrir une expérience spirituelle inoubliable et un guide digne de son nom. Le chef de la mission djiboutienne, accompagné des responsables logistiques et religieux, a souhaité la bienvenue aux pèlerins et les a invités à se préparer spirituellement aux visites des lieux sacrés de Médine, notamment la mosquée du prophète, lieu central du recueillement. C'est un moment de grande importance pour nos compatriotes. Nous avons veillé à ce que toutes les conditions soient réunies pour un séjour paisible dans la dignité, a déclaré le chef de la délégation officielle de Hajj, M. Ismail Hassan. Rappelons que le séjour à Médine sera marqué par un programme religieux encadré par des guides qualifiés avant le départ vers la Mecque pour l'accomplissement des rites du Hajj. Eh bien, les pèlerins djiboutiens ont visité la Raouda à Médine dans le cadre de leur voyage sacré. Les pèlerins djiboutiens accomplissent le Hajj ont eu l'honneur de visiter la Raouda, un lieu sacré situé dans la chaire de la chambre du prophète Mohammed, dans la mosquée du prophète à Médine. Cette visite empreinte de piété et d'émotion constitue une étape spirituellement marquante pour les fidèles. Les pèlerins ont prié dans ce lieu béni, considéré selon les paroles du prophète comme l'un des jardins du paradis. La délégation djiboutienne, encadrée par les autorités religieuses et les organisateurs du Hajj, ont exprimé leur gratitude pour l'accueil et l'organisation assurée par les autorités saoudiennes.
لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Et c'est communiqué qui nous est parvenu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. Eh bien, comme je vous le disais, cette visite empreinte de piété et d'émotion constitue une étape spirituellement marquante pour les fidèles. Les pèlerins ont prié dans ce lieu béni, considéré selon les paroles du prophète comme l'un des jardins du paradis. Et ces communiqués qui nous est parvenu du ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf informent à l'ensemble des pèlerins que les horaires s'est présentés à l'aéroport pour les vols à destination de Médine sont fixés comme suite. Le deuxième vol, comme je vous le disais, est pour le mardi 13 mai 2025 à 11 h. Le troisième vol est pour le dimanche 18 mai 2025 à 5 h. Le quatrième vol est pour le jeudi 22 mai à 5 h. Le ministère rappelle à chaque pèlerin de se munir impérativement de son passeport, de son badge d'identification et de l'ensemble de ses documents de voyage. Respecter les poids de bagages autorisés maximum de valises, à savoir 20 kg chacune, en plus d'un bagage à main de 7 kg maximum, et que tout excédent de poids ne sera pas accepté. Et enfin, conserver sur soi les médicaments nécessaires en cas de maladie chronique. Le ministère ainsi remercie tous les pèlerins de leur ponctualité et de leur collaboration. Direction les États-Unis d'Amérique, où le représentant permanent de la République de Djibouti auprès des Nations Unies, M. Mohamed Ziad Ali, a procédé hier à la signature du traité de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à un mois de la conférence des Nations Unies pour les océans prévue à Nice, en France. La signature de cet important traité adopté sous l'égide des Nations Unies et visant à protéger la biodiversité marine dans les zones situées au-delà des juridictions nationales souligne l'engagement des Djibouti maintes fois affirmé par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Merguele, en faveur de la préservation des océans. Elle renforce ainsi le rôle du pays en tant qu'acteur régional de premier plan en matière de gouvernance maritime, diplomatie environnementale. Le traité promet également le renforcement des capacités et le transfert des technologies marines, offrant ainsi à Djibouti l'opportunité de bénéficier d'une coopération scientifique qui lui permettra d'améliorer ses capacités de recherche océanographique et de surveillance environnementale. À ce jour, 114 pays et organisations internationales ont signé le traité marquant un engagement mondial fort en faveur de la protection des océans pour les générations futures. Retour à Djibouti, où, je vous disais, la Fédération djiboutienne de football a organisé aujourd'hui la finale tant attendue de la 24e édition de la Coupe de Djibouti, un événement marquant dans le calendrier sportif national. Cette année, deux clubs prestigieux se sont affrontés pour décrocher le titre de champion, à savoir Arta Solar 7, tenant du titre, et l'équipe la plus titrée des dernières saisons, le FC Port, qui n'avait plus remporté la Coupe depuis 2013. Le match d'une grande intensité et d'un niveau élevé a vu le FC Port s'imposer à 1-0. Cette victoire, après une attente de plus de 12 ans, revêt une explication particulière pour le club et ses supporters. Le FC Port a su faire preuve de discipline, de rigueur tactique et d'une solide cohésion d'équipe pour surmonter le champion en titre Arta Solar 7. Rappelons que le FC Port, avec ce succès, devient un challenger redoutable et offre à ses supporters un moment historique qu'ils attendent depuis plus d'une décennie. La finale, qui a eu lieu dans une atmosphère électrique au stade municipal, a vu une foule enthousiaste soutenir les deux équipes.
Nous reviendrons plus en détail sur les auditions de demain sur cette 24e édition de la Coupe de Djibouti qui était un événement marquant dans le calendrier sportif national. Et dans notre magazine de ce soir, le chemin de fer de Djibouti-Éthiopie, inauguré en 2016, représente un pilier essentiel dans le développement des infrastructures de transport, des passagers, mais surtout des marchandises entre Djibouti et l'Éthiopie. C'est un magazine de la rédaction. Le chemin de fer Djibouti-Éthiopie, inauguré en 2016, représente un pilier essentiel dans le développement des infrastructures de transport des passagers, mais surtout des marchandises entre Djibouti et l'Éthiopie. Son importance stratégique s'est consolidée ces dernières années à un moment où les échanges commerciaux et la mobilité régionale sont plus que jamais au cœur des préoccupations des gouvernements et des acteurs économiques. Durant cette période, le chemin de fer a réussi à atteindre des performances remarquables, contribuant significativement à l'économie des deux pays. Plusieurs rapports indiquent une augmentation du volume du trafic de marchandises, avec une moyenne de plus de 4 millions de tonnes transportées par an. Cela représente une amélioration notable par rapport aux années précédentes grâce à une optimisation des horaires et à une augmentation de la fréquence des trains. Le gouvernement éthiopien a mis en place des stratégies visant à attirer davantage de cargaisons, en particulier des exportations de produits agricoles et de textiles. En conséquence, on a observé une hausse des exportations vers le port de Djibouti, facilitant ainsi l'accès aux marchés mondiaux. Le chemin de fer permet non seulement de réduire les coûts de transport, mais aussi d'accélérer la livraison des marchandises. En 2023, des investissements dans des technologies avancées ont également été réalisés pour moderniser les infrastructures ferroviaires. L'intégration de systèmes de gestion du trafic et de maintenance prédictive a contribué à améliorer la sécurité et la fiabilité du service. Ces innovations ont permis de réduire les temps d'arrêt en raison de pannes mécaniques, augmentant ainsi le confort et la satisfaction des passagers. L'impact du chemin de fer sur le développement local est indéniable. Le transport ferroviaire a créé de nouveaux emplois, tant dans les opérations de maintenance que dans les services auxiliaires tels que la restauration et la logistique. Des villages et des zones urbaines le long de la ligne ont connu un essor économique avec l'émergence de nouveaux commerces et services. En 2024, le gouvernement éthiopien et ses partenaires ont étendu le réseau ferroviaire vers d'autres régions du pays, renforçant ainsi l'intégration nationale et régionale. Ce développement futur est perçu comme un levier essentiel pour promouvoir des échanges commerciaux plus robustes et diversifiés. En résumé, le chemin de fer Djibouti-éthiopien s'affirme en 2023-2024 comme un acteur clé du développement économique et social de la région. Avec des performances en hausse, une modernisation continue et des projets d'expansion, il est bien positionné pour soutenir des ambitions de croissance des deux nations dans les années à venir. La synergie entre les secteurs publics et privés sera déterminante pour surmonter les défis et maximiser les opportunités qu'offre cette infrastructure. Ainsi, pour l'avenir, les perspectives de développement du chemin de fer djibouto-éthiopien demeurent positives. Et Djibouti continue de consentir tous les efforts afin de maintenir cette performance. Direction le nord du pays, où suite à l'application du décret récemment promulgué par le ministre de l'Intérieur relatif au séjour des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national, plusieurs ressortissants éthiopiens ont regagné volontairement leur pays d'origine jeudi dans des conditions calmes et encadrées. À cette occasion, les services de la police aux frontières basés à Balho ont recensé plus de 1500 personnes ayant franchi le poste de contrôle frontalier sans incident majeur. Le gouvernement, en collaboration avec les autorités locales, a pris toutes les dispositions nécessaires pour encadrer cette opération de retour, notamment en matière de sécurité routière, afin de prévenir les surcharges dans les véhicules de transport et d'assurer un déplacement sécurisé et digne. Tous les concernés, un dispositif accompagnant logistique a été mis en place pour permettre un retour dans l'ordre et la sérénité. Dans ce contexte, le préfet de la région de Tadjoura s'est rendu dès les premières heures de la journée au poste frontalier de Balho. Sur place, il a suivi de près le déroulement de ces opérations. Rappelons qu'un dispositif d'accompagnement logistique a été mis en place pour permettre un retour dans l'ordre et la sérénité. Ce déplacement du préfet de la frontière a eu lieu dès les premières heures de la journée au poste frontalier de Balho. Puis le préfet
ainsi que toutes les opérations a suivi le gouvernement en collaboration avec les autorités locales et ainsi routiers, notamment en matière de sécurité routière afin de prévenir les surcharges dans les véhicules de transport. Puis le préfet a tenu une réunion de coordination avec les forces de l'ordre et les personnels administratifs affectés au poste afin d'évaluer les besoins, renforcer la vigilance et ajuster les modalités d'encadrement. Par ailleurs, le préfet a appelé à tous les employeurs de ressortissants en situation irrégulière à leur verser sans délai leurs droits et rémunérations qui leur sont dus conformément à la législation en vigueur. Ce rappel vise à garantir que le processus de retour se fasse dans le respect de la dignité humaine et des obligations sociales. Cet événement marque une étape importante dans la gestion des responsables et humanitaires des migrations en lien avec les priorités nationales en matière de sécurité, de cohésion sociale et de respect des droits fondamentaux. Les autorités réitèrent leur engagement à poursuivre cette dynamique d'accompagnement dans le calme, la dignité et le respect mutuel. Relation entre les deux pays, surtout aux chauffeurs des véhicules, à ce qu'ils puissent prendre toutes les précautions sécuritaires en termes de ce qu'on appelle à ce qu'il n'y ait pas surcharge des personnes ou des matériels pour que la sécurité soit assurée. On reste toujours dans le nord du pays où la ville blanche a abrité du 7 au 8 mai une caravane commerciale organisée par le groupe Maril Automotive en collaboration avec leurs partenaires financiers, la CAC International Bank, à l'hôtel Gadil Resort. Sous la direction de M. Luc Maril, gérant et PDG du Maril Automotive, cet événement a permis de présenter les produits Piaggio, moteurs des bateaux, motos et pièces détachées Yamaha, ainsi qu'une solution financière adéquate proposée par leurs partenaires financiers, la CAC International Bank, représentée par son directeur commercial, Abdelkader Ouarsama Afasé. Était présent également à cet événement le préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas, un représentant du conseil régional, le commandant de la gendarmerie de Tadjoura, le chef de la police nationale, le président de l'association des pêcheurs, les commerçants, entrepreneurs de Tadjoura ainsi que la société civile de Tadjoura qui ont accueilli favorablement cette initiative fort louable qui vise à répondre à leurs besoins. Par la même occasion, la délégation a eu des échanges constructifs, notamment avec la société civile, les pêcheurs, les utilisateurs de tricycles, afin de recueillir leurs besoins et suggestions. Eh bien, le PDG de Maril, à savoir M. Luc Maril, s'est engagé à y répondre concrètement plutôt avec l'ambition de se rapprocher de ses clients en ouvrant le plus bref délai un bureau de représentation commerciale à Tadjoura pour accompagner durablement ses clients. Écoutons-le. La caravane, mes chers amis, n'est pas simplement un événement commercial. Elle est bien plus que cela. C'est d'abord une rencontre humaine, un moment de proximité entre nous. Professionnels du secteur de la mobilité et vous, usagers, artisans, jeunes et familles de Tadjoura. Chaque année, nous avons l'honneur d'accueillir entre 3 et 4 jeunes tadjouréens, étudiants en licence pour des stages en mécanique et électromécanique que nous sommes fiers de voir que certains d'entre eux, après cette formation, créent leur propre activité ou rejoignent des équipes professionnelles. Nous voulons étendre cette démarche à Tadjoura en travaillant avec les écoles, les centres de formation et les jeunes motivés qui souhaitent apprendre un métier, développer une compétence ou tout simplement bâtir leur avenir ici chez eux. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Nous croyons aussi en l'esprit d'entreprendre qui anime tant les jeunes à Tadjoura. C'est pour ça que nous souhaitons soutenir les porteurs de projets dans les secteurs liés à nos marques, que ce soit la vente, la réparation ou l'utilisation professionnelle des véhicules de roues, triporteurs, embarcations. Nous savons aussi, dans une ville côtière comme Tadjoura, les pêcheurs ont besoin de moteurs fiables, de matériel adapté à leur environnement Yamaha Marine. Avec ces moteurs hors bord, robustes et économiques, peut jouer un rôle essentiel dans ce domaine. Nous voulons également encourager les jeunes qui souhaitent lancer une petite entreprise de transport ou de livraison avec nos véhicules Piaggio, pratiques solides et parfaitement adaptées à l'usage quotidien.
Eh bien, pour plus de précisions, écoutons le préfet de la région. On a Marie l'automotive qui arrive sur Tadjoura, comme on dit, dans la ville blanche. En premier, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous en sommes reconnaissants que Marie puisse être installée dans la région, promouvoir le partenariat avec l'ensemble des acteurs qui se trouvent dans l'ensemble de la région. Ils sont là aujourd'hui pour faire valoir leurs services auprès des citoyens de Tadjoura. J'exhorte à ce que la population de la région puisse en profiter de cette occasion, tous les opérateurs économiques ou toutes les entreprises issues de la région puissent en profiter de cette occasion. On reste toujours dans le nord du pays où le complexe éducatif et professionnel Ar-Rahma, situé dans la ville de Bok, a vibré au rythme d'une cérémonie haute en couleurs marquant la clôture des activités scolaires de l'année 2024-2025 et la remise des activités scolaires et la remise plutôt des diplômes à une nouvelle promotion d'élèves issus des ateliers professionnels. La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités officielles et locales, au premier rang desquelles le directeur du complexe, Hamdi Rajab, le préfet de la région, Moussa Adel Migani, des représentants des forces de défense et de sécurité, le représentant du MENFOB, à savoir Abdelkader Ahmed Hussein. Et bien après une récitation solennelle du Saint-Coran, les élèves ont offert un programme culturel riche et multilingue. Le point d'orgue de la cérémonie a été la remise des diplômes aux lauréats des filières professionnelles, notamment ceux des ateliers d'aluminium, de couture, de broderie, dans une ambiance marquée par l'émotion. Les meilleurs élèves dans les domaines culturels, scientifiques et sportifs ont également été distingués à l'issue des remises des prix. Les invités ont parcouru les stands de l'exposition professionnelle où les élèves ont présenté leurs projets pratiques et leurs produits artisanaux. Eh bien, dans une allocution, le représentant du MENFOP a salué le rôle majeur du complexe Ar-Rahma à Obok, le renforcement de la formation professionnelle à Obok, et invitant les élèves à poursuivre leur quête de savoir avec détermination, a-t-il indiqué. De son côté, le directeur du complexe, Hamdi Rajab, a pour sa part retiré l'engagement de son équipe à offrir une formation de qualité adaptée aux réalités locales et aux exigences du marché du travail. C'est une immense fierté que nous célébrons, a-t-il dit, M. Rajab, que les efforts et les progrès remarquables de nos élèves, tant sur le plan académique que professionnel. Cette journée n'est pas simplement une clôture de l'année, mais l'aboutissement d'une rôle, et c'est lui de former une jeunesse compétente, responsable, et ainsi une jeunesse prête à contribuer activement au développement de notre société, a-t-il conclu. Quant au préfet de la région, Moussa Adel Migani, il a souligné l'importance des efforts déployés par l'établissement et affirmé l'appui constant des autorités locales à ce type d'initiative. Écoutons-le. Nous sommes réunis pour célébrer encore une fois une année scolaire, l'année scolaire 2024-2025. Pour moi, c'est un grand plaisir de participer aujourd'hui à cette cérémonie, car cette cérémonie est particulière pour moi. Le centre Ar-Rahma accueille essentiellement les enfants les plus démunis de la région de Bok, c'est-à-dire les orphelins. Et notre religion nous a demandé d'être toujours auprès des orphelins. Et d'ailleurs, je remercie le centre Ar-Rahma de ce qu'elle nous offre, de cette occasion, de cette opportunité qu'elle offre à nos élèves, nos enfants orphelins. Merci. Je ne suis pas ici pour faire un long discours. Je suis là pour surtout remercier tous les enseignants
qui ont pris part à cette réussite, aux élèves qui ont réussi cette année, et d'ailleurs qui attendent impatiemment leur cadeau, je dirais un mot à tous les enseignants. S'il vous plaît, continuez cet effort, continuez, parce que vous avez avec vous des élèves hors du commun, vous avez des orphelins. Merci. Autre actualité, cette fois-ci c'est ce matin qui s'est tenu le secrétariat d'État chargé des sports a officiellement lancé un tournoi dédié aux académies de foot issues des différents quartiers de la capitale. L'événement s'est tenu au complexe sportif du Roi Fahad à Balbala et concernait les catégories de moins de 12 ans, moins de 14 ans et moins de 16 ans. L'objectif de ce tournoi est de valoriser les jeunes talents, encourager la formation structurée et promouvoir la pratique du football dès le plus jeune âge. Ces tournois dédiés aux académies de football étaient issus des différents quartiers de la capitale. L'événement qui s'est tenu au complexe Roi Fahad de Balbala et concernait les catégories de moins de 12 ans, moins de 14 ans et moins de 16 ans. Encadrement et tout ce qui vient du ministère des Sports. Vraiment, je remercie le ministère encore une fois de plus et le directeur qui a permis que tout soit organisé et également tous les encadreurs qui sont ici présents et que ce qui a commencé puisse continuer et le plan qu'il a permis que nous puissions avoir, nous qui n'avons pas de route, de nous donner un certificat qui nous permettra de pouvoir grandir et encadrer mieux les enfants et pourquoi pas aller loin. Puis, lors de son intervention, M. Abcher Ali Hassan a chaleureusement félicité les encadreurs pour leur engagement continu dans le développement du football. Il a également souligné l'importance de la formation des encadrements ainsi que la nécessité de disposer des documents administratifs à jour pour assurer le bon fonctionnement des académies. Écoutons-le. Nous avons voulu rassembler ces enfants ici au complexe Roi Fahad pour que tout d'abord l'État puisse voir ces centres, la capacité d'accueil de ces centres. Au niveau de chaque centre, il y a combien d'enfants? C'est ça d'abord qu'on voulait voir. De l'autre côté, on voulait être en contact avec ces centres, voir les techniciens qui forment les enfants. Et ensuite, nous voudrions que ces 4 centres puissent jouer entre eux. Donc, l'idéal serait qu'une fois par mois, Inch'Allah, qu'il y ait une compétition entre ces centres, intercentres. Et dans un futur proche, nous allons aussi voir un peu s'il y a possibilité d'organiser des compétitions pour les académies de football telles qu'Académie Sengo, Académie La Relève, Académie Est-Afrique. Donc ces académies aussi sont très bien implantées, très bien développées ici à Djibouti. Donc ces académies aussi, nous allons faire une compétition pour qu'au moins il y ait ce lien entre les académies. En dehors de ça, nous allons travailler en étroite collaboration avec la Fédération de football pour que ces centres soient suivis de près par la Fédération djiboutienne de football. Et une fois que ces académies vont jouer entre eux, donc nous allons directement discuter avec la direction technique nationale de la Fédération de football pour qu'elle envoie des techniciens qui vont détecter le meilleur de ces enfants et de leur faire passer des tests pour qu'ils puissent être intégrés dans la sélection nationale U13, U15, etc. Nous allons aussi discuter encore avec la Fédération djiboutienne de football pour que les formateurs de ces centres puissent avoir ou bien bénéficier des formations techniques dispensées par la Fédération djiboutienne de football. Donc c'est très important que ces centres de formation de football soient vraiment suivis de près et qu'ils bénéficient l'ensemble d'appuis techniques de la Fédération de football, mais l'appui matériel mise à disposition des installations sportives, quitte à même les appuyer financièrement, parce que ce sont les futurs qui vont, comment dirais-je, constituer l'ossature des équipes nationales par rapport au football des jeunes. Donc je remercie les responsables de ces 4 centres de formation de football. Et Inch'Allah, nous allons suivre de près ces formations. Aujourd'hui, je suis ici pour discuter avec les responsables, s'ils ont un statut, s'ils ont un récépissé. S'ils n'ont pas ça, donc nous allons les équiper en matière des documents officiels, parce qu'un centre doit avoir un statut de fonctionnement, il doit avoir comment dirais-je, un récépissé. Donc tout ça, nous allons étudier de près. Ils seront convoqués à la direction des sports pour voir vraiment ce qui leur manque. Merci.
Dans l'actualité internationale, je vous le disais, l'ONU, un porte-parole de l'ONU, Farhan Haq, a affirmé que les restrictions imposées par Israël continuent de déposer obstacles importants aux opérations humanitaires dans la bande de Gaza. L'Organisation des Nations Unies a indiqué vendredi qu'environ 10% de la bande de Gaza se trouve actuellement dans des zones militarisées par l'armée israélienne sous ordre de déplacement ou dans des secteurs où ces deux situations prévalent. Et enfin, dans l'actualité internationale, en bref et en images, l'Inde et le Pakistan ont annoncé aujourd'hui être parvenus à un accord de cessez-le-feu complet, mettant ainsi fin à 4 jours d'affrontements sanglants qui menaçaient de dégénérer en conflit ouvert entre les deux puissances nucléaires. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.